Bonjour, ici Marianne Hogan et bienvenue à Pas sorti du bois. Entre elles, on se jase, entre elles, on se rencontre, entre elles, on existe. On contrôle pas toujours les situations, mais on peut toujours contrôler notre réaction à la situation. Si tu commences à te sentir bien courir un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. C'est les Minutes NAC et aujourd'hui, je te parle de leurs efforts environnementaux pour protéger notre planète. La crise environnementale a des impacts sur notre terrain de jeu, puis je sais pas pour vous, mais j'ai envie de faire ce sport-là longtemps, puis j'ai envie que mon gars aussi en profite longtemps. Puis si on veut que ça arrive, faut prendre action, puis c'est exactement ce que NAC fait, en choisissant des protéines durables, en mettant en place un approvisionnement qui est responsable et en répondant aux plus hauts standards de la certification B Corp. Il y a 2 ans, ils se sont fixés l'objectif d'atteindre 100% d'emballage éco-responsable en 2025 et ce sera fait dans les prochains mois. Pareil pour la carboneutralité qui sera atteinte cette année. C'est des gros efforts qui sont faits pour développer les meilleurs produits de nutrition pour sportifs au monde sans nuire à la planète. C'est pas beau ça? NAC plante aussi un arbre pour chaque commande en ligne. Donc, si tu veux planter un arbre et te procurer les meilleurs produits de nutrition au monde, va sur le nac.com et passe ta commande. Avec le code promo pas sorti du bois ou AF25 Yannick, t'as 15% de rabais. AF25 YANNICK ou le classique PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde! Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Marianne Hogan, bienvenue à Pas sorti du bois. 20e passage dans la série Sur la route et 24e passage. Je le nomme à chaque fois parce que tu es définitivement l'invité qui est venu le plus souvent. Bienvenue à Pas sorti du bois. Comment ça va? Ben merci, écoute, ça fait un plaisir d'être ici. Et ça va bien, écoute, l'entraînement va bien, puis il fait super bon en Californie, donc pour moi, c'est toujours les signes que les journées vont bien. C'est le fun parce que tu sais, quand on fait ces épisodes-là en janvier, puis tu nous parles de la Nouvelle-Zélande, puis des endroits où tu es, où il fait peut-être plus chaud. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas fans de l'hiver, qui sont en train de faire leurs intervalles à -20, qui doivent se dire hey, je paierais cher pour être là où est Marianne. On paierait cher pour être en Californie, mais il fait beau aussi à Québec, fait que euh, ça fait un peu moins mal de t'entendre parler du soleil de la Californie. Ouais, j'ai cru comprendre qu'il y a eu quelques journées chaudes en fait au Québec récemment là. Très, très chaud. Puis demain, c'est le trail de la clinique du coureur et d'autres courses, mais moi, c'est là où je serai. Puis ça fait du bien d'aller courir à la chaleur puis de suer un peu. Je pense qu'on va quand même, ça va quand même être clément. On s'entend, ce sera pas la Californie fin juin, mais c'est le fun. Fait toujours beau à la clinique du coureur, presque. Ouais, en T'as effet. déjà participé à cette course-là? Non, j'ai déjà fait la crew pour Mathieu, mais j'ai jamais participé. J'étais blessée les années que j'étais au Québec pour faire changement. Ben oui. Ben écoute, un jour peut-être sur la bucket list. Ouais, peut-être. Comment ça va, Marianne? Écoute, ça va super bien. J'ai été capable de cliquer là, des super belles semaines d'entraînement depuis Canyons. J'ai récupéré assez rapidement. Et puis, je suis retombée dans un beat d'entraînement assez continu. Puis, ça se passe bien. J'ai aucune douleur et les entraînements vont quand même bien. Donc, je commence à avoir hâte à fin juin pour qu'on puisse finalement participer à la course, disons. On aime ça, entendre que ça va bien comme ça. La dernière fois qu'on s'est parlé, ça fait pas si longtemps en nombre d'épisodes, ni en temps. C'était à la mi-avril. Tu revenais de la Nouvelle-Zélande, on avait beaucoup parlé de ça. Et tu nous avais dit en toute fin d'épisode, là, la dernière seconde, ah, by the way, je fais Canyons la semaine prochaine, avec l'objectif
d'essayer d'aller chercher un golden ticket, mais je pense que c'était aussi une façon de tester la forme parce que tu revenais d'une déchirure. Tu nous avais confié ce changement-là côté nutritionnel, que tu avais vu des pistes de solutions de ce côté-là. Puis je l'ai réécouté en fast-forward tantôt en courant. Ben, je me suis dit, des fois, on dirait que ça fait longtemps qu'on s'est parlé, mais on s'écrit un peu sur le site. Donc là, je me rappelais même plus si c'était avant ou après Canyons, la dernière fois qu'on avait enregistré. C'était avant. Mais tu avais dit quelque chose. Tu avais dit, en ce moment, je sens que j'ai pris 2 pas en arrière pour éventuellement en prendre par en avant. C'était ton Mhm. état d'esprit à une semaine de Canyons, qui est un 100 km. On le rappelle, qui est qualificatif pour la Western State pour le top 2, top 3 hommes et femmes. Euh, le 2 pas en arrière et le 1 pas en avant t'a quand même permis d'avoir une belle course en apparence. Toi, de l'intérieur, comment tu l'as vécu, cette course-là? Comment ont été les sensations? Ouais, écoute, les sensations étaient pas si mal. Je pense que la bonne nouvelle, c'est que quand il y a une course, pour moi, j'ai l'impression que c'est mon cerveau qui passe à un autre niveau, puis qui est capable de prendre dessus sur la forme. Mais je t'avouerai quand même que il y avait définitivement quelques repères qui ont fait en sorte que je le sais que j'étais pas nécessairement au top de ma forme et c'est normal. Je pense qu'en avril, surtout pour une saison comme je m'aligne, il faudrait pas que je sois au top de ma forme en avril. Mais pour moi, quand je suis pas vraiment en forme, j'ai beaucoup de misère à aller vite en montée. Surtout plus les montées sont raides, plus j'ai de la misère à avancer. Et sur Canyon, c'est sûr qu'il y a des courses, en fait, il y a des montées qui sont quand même assez raides. Tu vas monter les tu vas monter en quelque sorte 2 canyons qui ressemblent. Il y en a un qui est exactement la même montée que la Western et il y en a un autre que tu montes de l'autre côté. Donc, c'était quand même un bon test pour la Western en tant que telle. Et puis, j'ai trouvé ça particulier parce que c'est sûr que à ce moment-là, dans la course, tu vois, j'avais vraiment pas la confiance absolue que j'allais aller chercher un ticket. La montée de la Western, en fait, qui est sur le parcours de la Canyon, ça s'appelle Devil's Thumb. Et c'est une montée d'environ 500-600 mètres de D+. C'est assez raide et c'est un peu mon maillon faible. Et tu vois, je me suis fait rattraper par à peu près toutes les filles qui étaient autour de moi dans cette montée-là. Et c'est quand même très tôt dans la course, donc c'est facile de... C'est facile de... Ça aurait pu être facile que je me laisse un peu intimider par, par ça. Mais à savoir que dans les courses, il y a du D+, il y a du D-, puis dans le canyon spécifiquement, il y a beaucoup de D-. Et donc, il y avait à peu près 1000 mètres de plus de D- que de D+. Et puis, moi, ça m'a beaucoup aidé. Et ça a été un superbe... C'est sûr qu'il fallait que j'aille chercher le ticket, mais le combiné, en fait, Canyons et Western est parfait parce que tu vas chercher un stimuli de des assez fort, surtout si tu vas fort dans les descentes comme moi j'ai fait. Mon plan de course était quand même assez simple. Je survivais les montées et j'attaquais les descentes. Donc, j'ai attaqué pas mal durant la course et mes jambes ont souffert un peu à la fin. Là. J'ai attaqué pas mal et j'avais un peu de la misère à courir par après les montées, mais j'ai été assez contente et assez satisfaite en fait, de ce que j'ai pu livrer en sachant un peu tout ce qui entourait la course. Et puis, c'est sûr que, en fait, tu vois, 3 jours après Canyons, j'étais déjà très excitée à continuer l'entraînement puis à rebâtir là, pour la Western. Et ça m'a aussi réconfortée à savoir que j'étais capable de livrer une performance comme j'ai fait à Canyons avec le niveau que j'avais. Et je me suis dit, bon, mais si je suis capable de bien jouer mes jetons pour la Western, je devrais être mieux physiquement et plus en forme et donc plus dans un état que je me sens confiante pour la course là, qui est la Western. C'est assez excitant, je pense, d'aller chercher un golden ticket comme ça. Surtout à Canyons où c'est un peu la dernière chance, carrément. Pas Mhm. juste un peu, c'est littéralement la dernière chance. C'est la dernière course où il en donne. Puis c'est une super golden ticket. Donc il y a plus de tickets dans la course. Il y a un gros niveau de compétition. Il y a aussi des coureurs, des coureuses qui la font pour compétitionner, mais aussi pour faire un dernier gros test avant Western State parce que dans le calendrier est positionné 2 mois et demi avant, mais surtout, comme tu le disais, un parcours qui est assez similaire sur une distance un peu moindre. Il y avait une Emily Hawgood qui l'a remporté, qui était première une bonne partie de la course, que tu pourchassais, mais qui avait, elle, déjà son entrée. Fait que Mhm. dans le niveau de compétition, tu te dis, bon, est-ce que ça vaut la peine de pousser? On traverse la ligne d'arrivée, on a le Golden Ticket. Est-ce que l'émotion, le sentiment que tu as vécu à ce moment-là était similaire à quand tu l'as fait à Bandera il y a 3 ans? Très similaire, oui, pour plusieurs raisons, dans le sens que à la Bandera, c'était en fait
c'est drôle parce qu'à la Bandera, tu vois, je me sentais quasiment plus confiante que je me sentais sur la ligne de Canyons, juste parce que j'étais définitivement plus en forme à la Bandera que j'étais sur Canyons, mais n'empêche qu'il y a toujours une certaine incertitude quand t'alignes sur certaines courses. Des fois, il y en a moins, tu vois, à l'UTMB 2024, je me sentais très en forme et c'est la façon dont j'aime me pointer sur une ligne de départ, mais des fois, on se pointe sur une ligne de départ et c'est pas tout ne s'est pas aligné. Mais c'est pour ça que c'est important d'y croire. Et puis moi, je pense que c'est ce qui différencie un peu mes performances, c'est que peu importe le nombre d'incertitudes qui euh, qui entourent ma performance potentielle, en fait, je décide d'y croire quand je m'aligne sur la ligne de départ. Je me dis, bon, ben, je suis ici. En fait, faut que je donne ma meilleure chance. Et je pense que c'est ce qui fait la différence parce que en fait moi je vois pas d'autre option en fait je vois tu vois Canyon pour moi c'était flagrant à quel point j'avais pas la préparation habituelle pour un ultra que j'avais habituellement et puis en fait quand tu me voyais monter dans ma tête j'étais là ouais c'est impossible que que je suis capable mais en vrai c'est ça qui est cool en ultra aussi et en trail de façon générale c'est que il y a plein de choses avec lesquelles on peut jouer pour améliorer ta performance. Et puis, c'est sûr que moi, dans ce cas-ci, je joue habituellement fort sur la descente, mais là, j'ai joué encore plus fort et puis ça paye à long terme. Donc, ouais, j'ai plus ou moins répondu à ta question, mais le sentiment est quand même très, très fort parce que tu vois, j'ai quasiment ressenti plus de joie à Canyons que j'ai ressenti de joie à l'UTMB. Ah ouais. Ouais, juste parce que tu vois, à Canyon, j'ai l'impression que mes attentes étaient peut-être moins élevées et puis à l'UTMB, mes attentes étaient peut-être plus élevées. Et puis, je pense que c'est intéressant de comprendre ça puis de se dire peut-être que c'est bien d'avoir des gros objectifs, mais qu'il faut aussi prendre le temps de vivre la joie qu'on ressent quand on traverse une ligne d'arrivée. Puis à Canyon, tu vois, j'ai pas gagné, mais dans ma tête à moi, j'ai gagné tout ce que j'avais besoin de gagner. Puis j'étais très contente d'avoir été chercher le ticket. Ben, surtout avec la période qui devait avoir plusieurs doutes dans les semaines, les mois Mhm. avant, tu sais, je veux dire, le turnover a quand même été rapide, tu sais, quand on s'était parlé, tu ressortais du camp Salomon, puis ça faisait pas longtemps que tu avais repris un entraînement qui était adéquat selon tes standards, tu sais, que c'était pas une reprise de course, fait que de faire un turnover aussi rapide, c'est encourageant aussi pour la suite, parce que Canyon est quand même près de la Western State, mais il y a quand même Ouais. assez de temps pour récupérer quand on le fait de la bonne façon. Il y a un truc, moi, dans la semaine avant Canyons, ben, tu le sais, là, je suis un peu geek, j'écoute quelques podcasts qui parlent et tout. Puis le sport, on sent qu'il est vraiment en train de changer, dans le sens où Free Trail, le podcast, l'organisation de Dylan Bowman, amène une approche qu'on voit dans plein d'autres sports. Ils amènent ça dans le trail. Ils ont annoncé récemment un Hall of Fame. Ils vont mettre un genre de temps. Ils vont créer un temple de la renommée du trail. Maintenant, tu peux faire des prédictions sur leur application comme des sites de jeux, mais il n'y a pas d'argent Ouais. à la clé. Puis il y a toutes les pré-courses, la couverture pendant l'après-course, l'analyse du sport est assez intense. Quand tu as fait Bandera 2022, il y avait peut-être moins ça, mais t'étais aussi surpris dans le sens où nous on le savait, là, on t'avait vu à Ricana, on t'avait vu à ce moment-là, je pense que t'avais fait Cape Town, t'avais fini près de Courtney et tout, mais Bandera, c'était comme le début d'une grosse année où tu t'es révélé à ces gens-là qui l'analysent le sport international. Nous, on le savait depuis longtemps, mais eux, non. Là, dans ce cas-ci, j'écoutais des podcasts, je me disais, c'est quand même intense, cette analyse-là, puis est-ce que toi, ou même d'autres athlètes à qui tu parles, tu sens que ça ajoute une pression quand tu le sais que les gens parlent de toi, puis sur le podcast de Free Trail où il allait faire des analyses, ou c'est peut-être single track, il analysait la course, puis il y en a qui te mettaient favorite devant tout le monde, donc ils disaient « Ah non, là, selon ce qu'on a vu sur Strava, puis selon ce qu'on a entendu, les échos, sa blessure, ah non, moi je la mets même pas dans mon top 6 parce que c'est pas la Marianne de Télépa. » Tu sais, il y a vraiment une analyse super intense comme RDS qui parle de hockey 365 jours par année, même quand le Canadien est plus en série. Est-ce que ça ajoute une pression? Longue question pour juste poser cette question-là. Ouais. Non, moi je trouve ça cool en fait qu'il y ait tout cet engouement envers le sport et puis je trouve ça fascinant en fait que les gens prennent le temps d'extrapoler des infos sur Strava ou peu importe en fait des gens l'opinion des gens est assez particulière et puis moi ce que je trouve cool c'est que toi tu le sais qu'est-ce qui se passe dans ta vie, tu sais qu'est-ce qui se passe dans ton entraînement et tu sais comment tu te sens. Et donc
je suggère que tu écoutes ces podcasts-là seulement si tu es capable de changer le narratif pour que ça te convienne à toi. Et puis moi, je suis capable dans le sens que quand j'écoute ça, si on me dit, ah, Marianne, c'est la favorite pour gagner, je le prends en positif, puis je me dis, ah, cool, en fait, ça une raison encore plus pour croire en moi. Et puis, au contraire, si on dit, ah, Marianne, c'est pas sa course, elle est blessée, c'est pas son année, blablabla, parce que c'est sûr que c'est sorti dans ces analyses-là. En fait, moi, ça me motive potentiellement encore plus parce que je me dis, ah, j'ai hâte de prouver le contraire. Donc, si tu es capable un peu de prendre ces informations-là et jouer le jeu, puis de transformer un peu ce que les gens disent, parce que c'est des oui-dire, c'est pas des faits. Et toi, tout ce que tu peux faire, c'est utiliser ça comme motivation pour te pointer sur la ligne de départ. Je pense que ça vaut la peine de l'écouter et de participer à tout ça. Mais si tu le sais que ça t'amène une pression supplémentaire d'écouter ce que une personne va dire qui ne te connaît pas personnellement, ça sert à rien de l'écouter. Mais moi, pour être honnête, j'aime bien ça et j'écoute les podcasts puis en fait, je trouve ça fascinant à quel point, dans ce cas-ci, pour Canyons, Dylan Bowman avait prédit que Emily Hawgood et moi, on serait tête à tête jusqu'à Driver's Flat, ce qui est Ouais. exactement ce qui est arrivé. On n'aurait pas pu être. En fait, on a échangé la tête de la course tout le long. J'avais des problèmes gastriques, je devais toujours m'arrêter pour aller aux toilettes et j'arrêtais pas de la perdre. Je revenais, là, je la dépassais, elle me redépassait. Là, on a fait ça pendant peut-être 75 kilos. Et puis, rendu à Driver's Flat, en fait, je m'arrêtais une autre fois pour aller aux toilettes et je suis pas revenue. Je suis restée 2-3 minutes derrière et je l'ai perdu. Mais j'ai trouvé ça fascinant qu'il a été capable de prédire la course à ce niveau-là. Et je lui ai dit d'ailleurs, j'ai trouvé qu'il avait très bien lu le, euh, il avait très bien lu en fait, prédit la course. Et puis, pour être honnête, c'était mon analyse également, que Emily allait être la favorite dans ce cas-ci. Aussi parce qu'elle avait rien à perdre. Et puis, elle y allait certainement pour la victoire. Tandis que moi, je dis pas que j'ai pas essayé, mais la victoire, je t'avouerais que je m'en foutais un peu. Je voulais juste mon ticket. Oui, c'est ça. Et puis ça reste que Emily, comme tu dis, elle avait déjà l'entrée. Puis elle peut y aller all-in avec sa stratégie, puis appliquer 100% sa stratégie Western State sans penser même au résultat de la course qu'elle est en train de faire, parce que j'ai le feeling à la regarder, puis à voir aussi ce qu'elle a dit par après en entrevue, c'est qu'elle était vraiment là pour faire les derniers tests, les derniers fine-tuning, puis voir comment la forme était. Clairement, tu sais, Emily Hawgood, ça fait 4 ou 5 Western State qui est toujours là. Elle a fait plusieurs top 10 consécutifs. C'est une ancienne gagnante d'Arikana, d'ailleurs, en 2019. Mais c'est une solide coureuse. Puis je veux dire, elle est jamais la favorite numéro 1 de personne quand tu regardes justement ces pronostics-là, mais elle est toujours là. Puis, tu sais, quand on voit sa performance à Canyons, quand on voit sa préparation en vue de Western State, c'est le fun de voir ça, tu sais. On va tout être Team Marianne, mais moi, j'aime ça voir quelqu'un comme elle aussi qui est toujours là depuis longtemps, mais qui est jamais, tu sais, t'es toujours un peu dans l'ombre de Courtney quand tu t'en vas faire la Western, puis Courtney est là, mais les gens parlent d'elle, tu sais. Ouais. Mais c'est vraiment une athlète qui est le fun à suivre, qui a l'air d'avoir une belle personnalité, qui a l'air d'être là pour les bonnes raisons, puis qui est clairement passionnée de ce coin de pays-là, parce que elle vient du Zimbabwe, mais elle s'entraîne beaucoup en Californie, elle court en Californie, puis elle a très bien fait à Canyons. Elle habite maintenant, ok, je savais qu'elle était souvent là, mais... Non, elle habite à 20 minutes de Auburn, ça fait à peu près 4-5 ans. Ouais, 4 ans, je crois. C'est fou. Quand on parlait de l'engouement un peu fou du sport, il y a un Américain qui m'a écrit, je sais pas si c'est quelqu'un qui voulait juste mettre des bets sur la course puis il voulait plus d'infos sur sa prédiction, mais suite à l'apparition de notre podcast, il m'a écrit pour me demander, y a-t-il moyen qu'on aille l'entrevue en anglais, y a-t-il un sous-titre qui existe, puis ça fallait comme que je enable quelque chose sur YouTube pour que les sous-titres puissent se générer aussi dans une autre langue, parce qu'il voulait écouter notre conversation pour, I guess, se faire une tête sur ses prédictions. Je trouvais ça malade. Je me suis dit, on est rendu là, c'est quand même spécial. Fait que à nos Américains qui nous écoutent, maintenant sur YouTube, les sous-titres se génèrent dans d'autres langues. C'est intense. Parlons de l'après Canyons. Il y a une récupération à faire, mais veut pas, comme on le disait tantôt, c'est la dernière course. Elle vient vite avant la Western, ou en fait la Western vient vite juste après. Comment t'as approché cette récupération-là puis cette reprise d'entraînement-là? Oui, écoute, ça s'est passé super bien. J'ai récupéré rapidement. Je t'avouerai que, par contre,
j'ai jamais été aussi raquée des jambes. En fait, potentiellement que j'ai déjà été aussi raquée, mais je me rappelais pas récemment d'avoir eu une course où, en fait, c'était définitivement mes quads qui étaient, Ah ouais. en fait, j'étais raquée des jambes, tu vois. Habituellement, mettons, après l'UTMB, j'ai mal partout, mais je suis pas raquée nécessairement des jambes. Là, j'avais vraiment, tu vois que j'ai vraiment poussé les descentes, plus que d'habitude. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en 2, 3 jours, ça s'est estompé. Puis le reste, en fait, c'est replacé très rapidement. Et puis j'ai pu recourir quand même assez rapidement dans la semaine qui a suivi, mais tranquille. Tu sais, j'ai pris vraiment une semaine relax pour bien récupérer. Une deuxième semaine avec potentiellement un peu plus de volume, mais encore en mode on récupère de canyons. Et puis après, ben c'est sûr que ben comme tu dis, 2 mois entre canyons et la Western, et si tu prends 2 semaines de récup, 4 semaines de build et 2 semaines de taper, ben voilà tes 2 mois. Donc c'est sûr qu'après ces 2 semaines-là, je suis repartie. Puis mais ce qui est cool, c'est que déjà dans la deuxième semaine, tu vois, j'en voulais plus et c'est signe habituellement que ça récupère bien. Donc je pense que ouais, j'ai été très satisfaite de la récupération que j'ai pu avoir et puis assez confiante que l'enchaînement Canyons Western State se ferait bien pour moi. On se rappelle qu'en 2022, on avait lancé cette série-là qui s'appelait en route Ouais. vers Western State. C'est devenu Ouais. sur la route parce que après Western State, on a continué 3 ans plus tard, on jase encore sur une base régulière. Mais à l'époque, on avait abordé plusieurs thèmes entre Mhm. justement Bandera et la Western. On en a fait 6 ou 7 épisodes. J'ai le goût de te lancer un peu les mêmes thèmes, mais en mode un seul épisode. Ouais. Puis on n'est pas obligé de rentrer dans le même niveau de détail, mais côté entraînement, donc on commence avec ça, le 4 semaines de bloc dont tu parles, là, t'es carrément à Auburn sur les sentiers de la Western State. C'est quoi le plan de match que tu peux nous révéler de ton entraînement, de la reconnaissance du parcours, je suppose un peu nécessairement parce qu'on est là. Mhm. Comment t'approches ça? Ouais, je fais de la reconnaissance de parcours, mais c'est plus vraiment de la reconnaissance autre que c'est juste, en fond, de la même façon qu'on essaie de toujours essayer de trouver le même genre de dénivelé par rapport au parcours, quand on n'est pas sur le parcours. En fait, ce qui est bien maintenant, c'est que je peux aller chercher le dénivelé exact en courant sur le parcours, donc je le fais. Par contre, il y a plein d'autres trails dans la région que j'ai aussi essayé de découvrir. Là, j'essaie de faire autre chose que le parcours en tant que tel, mais c'est sûr qu'il n'y a pas meilleures conditions là, par rapport à la température et tout ça. Ce qui me permet aussi d'effectuer moins de heat training un peu là, qui est un peu à la mode en ce moment là, de mettre 10 couches et de se mettre dans son home trainer, dans son sous-sol, qui a absolument rien de mal à ça. Il y a vraiment rien de mal à ça. À chacun ses façons, mais moi, ce que j'aime, c'est attendre la période la plus chaude de la journée puis aller courir dehors et je trouve que c'est une belle façon de faire ça. Donc, je fais ça beaucoup, donc je passe beaucoup de temps sur le parcours avec les conditions exactes. Et puis, c'est sûr que j'essaie d'améliorer un peu mes faiblesses en montée actuellement. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai plutôt travaillé à Boulder durant les semaines que j'étais là entre la Canyons et maintenant. Et puis, faut pas aussi cacher que la Western, c'est quand même une course qui est rapide. Je dirais pas que tu as besoin de la vitesse 5 km. Je sais qu'il y en a qui vont chercher de la vitesse encore plus, mais tu vois, moi, je travaille plus mon tempo. Donc, une vitesse qui est un peu plus élevée que ce qu'on fait habituellement quand on s'entraîne pour un ultramarathon, mais qui va faire en sorte qu'après ça, tu vois, une vitesse quand même assez rapide pour un ultra m'apparaît plus facile. Mhm. Donc, je fais un peu de ça aussi chaque semaine. Et j'ai vu quand même une nette amélioration par rapport à ça et juste dans mes sensations. Puis, c'est cool aussi parce qu'après ça, je suis capable de le faire plus facilement dans un long run. Donc, c'est un mélange de quand même du bon volume dans des conditions semblables à la Western avec un peu une intensité en montée et du tempo sur le plat. Si on parle Côté, vraiment en termes d'entraînement. Oui, c'est ça. Côté acclimatation à la chaleur, tu le disais, tu peux pas plus t'acclimater que d'être dans l'environnement dans lequel tu vas courir. Mais tu disais tantôt, avant qu'on enregistre, que tu revenais du sauna. Ces séances-là de sauna que tu intègres, c'est aussi dans l'optique de s'acclimater à la chaleur? Ouais. Ouais, c'est l'optique de s'acclimater dans la chaleur. En fait, ce qu'il faut comprendre sur la Western, c'est qu'il fait super chaud. Mais
en fait, il fait encore plus chaud dans les canyons. Donc, la Western, tu passes à travers 2 canyons. Et puis, la façon que la meilleure métaphore que j'ai pour que les gens comprennent, c'est quand il fait chaud les jours avant la Western, en fait, les canyons deviennent comme des fours à pizza. Et puis, la chaleur, en fait, elle demeure dans les canyons et il fait super chaud au bas des canyons. Donc, c'est sûr que je peux pas aller dans les canyons tous les jours. Logistiquement, c'est un peu compliqué. Mais c'est sûr que c'est quelque chose que tu peux répliquer en allant dans un sauna. Et puis moi, ce que j'aime faire, c'est aller faire ma course et finir la course dans le sauna. Et donc, ma température est déjà quand même assez élevée par la température extérieure. Tu vois, aujourd'hui, ou en fait, ces temps-ci, il fait pas plus frais que 30 degrés à chaque jour. Des fois, c'est 35. Ça dépend. Donc, tu vas courir, tu fais n'importe quoi ta course et tu la finis dans le sauna. Évidemment, chacun va avoir ses propres protocoles et tout dépendamment de la température de votre sauna. Mais c'est une façon facile, en fait, d'aller chercher un petit, moi j'appelle ça le top up de chaleur que je vais chercher dans un sauna. Puis ça fait le travail pour moi. En fait, puis je t'avouerai que j'aime quand même ça. Moi, le sauna, ça me permet de relaxer en quelque sorte après une course et j'aime bien m'y retrouver. Fait que c'est pour ça, on l'a pas dit au début d'épisode qu'est-ce qu'on buvait, mais c'est pour ça que t'es sur les électrolytes en ce moment, parce Ouais, que tu je suis récupères sur encore les du sauna. électrolytes, ouais. Ben, je récupère de la course où j'ai sué Ben beaucoup, oui. puis le sauna. En fait, je pense que je suis quand même beaucoup, mais ici, c'est sûr en fait, n'importe qui, je pense, suit quand même de façon plus considérable en plein dans la chaleur et dans le sauna. Donc, je suis en train de refaire mon plein d'électrolytes. C'est excellent. Parlant de plein d'électrolytes, tu l'avais raconté au dernier épisode, ce changement dans ta nutrition au quotidien, dans les entraînements, mais aussi justement dans ton apport calorique, ton apport de glucides. En parallèle, on en parlait avant d'enregistrer, c'est la révolution des glucides. On est à l'époque où on parle beaucoup de ça. Chacun évoque ses théories. Puis toi, en ce moment, versus 2022, est-ce qu'il y a une planification nutritionnelle pour la course qui est établie selon les tests que tu fais, selon les apprentissages que tu as faits? Parce que Marianne de 2022 puis aujourd'hui, il s'en est passé depuis. Il y a sûrement eu plein de petites révolutions à ton échelle à toi aussi. Donc, comment on planifie ça pour le jour de la course? Ouais, ben moi, ce que je trouve super important, c'est je trouve ça super important parce que c'est un processus que j'ai fait moi-même et j'en vois les bénéfices. En fait, ce qui est super important, c'est de pratiquer plus que ce que tu prévois prendre durant la course. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire. Surtout plus l'intensité est élevée. Donc, par exemple, si je vais faire une longue course de tempo ou de la vitesse ou de l'intensité en montée, c'est sûr que il va y avoir une grande partie de cet entraînement-là qui va être dans des zones d'intensité supérieures à la zone 1, zone 2 traditionnelle. Et donc là, c'est là que je vais essayer d'aller chercher plus de glucides à l'heure. Et donc, moi, je pense que si on veut vraiment lancer des chiffres, je pense que pour une Western, autour de 80 grammes de glucides à l'heure, ça va me convenir. Juste ça? Juste ça, ouais. Je te niaise parce qu'on entend d'autres chiffres lancés par d'autres athlètes, mais c'est énorme. Essayer de prendre 80 glucides à l'heure, ce qui écoute, c'est du sport. Ouais, mais tu vois, je pense que c'est possible à l'entraînement. Mettons que je fais un entraînement qui me dure 1 heure et demie d'effort. Ben durant l'heure, une heure et demie là, ben en fait, des fois, j'essaie de me rendre jusqu'à 125, 130 grammes de glucides à l'heure pendant l'heure que je fais l'effort. Donc, je dis pas pendant les 3 heures que ma course va me prendre, mais pendant mon heure d'effort, j'essaie vraiment d'augmenter les glucides. Un, pour essayer d'en consommer de façon élevée lorsque je suis en intensité. Et deux, parce que c'est à ce moment-là que ton corps a besoin de plus de glucides. Donc, c'est un peu de bien essayer tout ça. Donc, ça, c'est des choses que je fais à l'entraînement et c'est des choses que mon nutritionniste a suggéré que je fasse. Et ce que j'essaie toujours de faire aussi, c'est d'augmenter, en fait, je pense à l'effet contraire de ce que tout le monde font de façon normale ou c'est qu'au début tu vas être à 80 80 80 à chaque heure et puis là à un moment donné tu vas t'écœurer puis tu vas descendre à 60 50 puis te dire c'est pas si grave parce que t'en as pris. Ben en fait moi je pense qu'il faut essayer d'aller dans l'effet contraire, donc faire 80 80 80 puis à la fin tu vois t'augmentes encore plus parce que c'est là que ton corps est encore plus en fait que déchargé tous ses recharges glucidiques et puis t'en as besoin de plus en plus. Évidemment, c'est la théorie et en pratique, c'est toujours différent. Des fois, quand je suis toute seule ici, c'est plus compliqué d'aller chercher vraiment les 80 grammes de glucides à l'heure à la lettre. Mais moi, je pense qu'avoir un plan
de façon générale, que tu es capable de suivre de façon générale. Ça marche aussi. On n'est pas obligé non plus d'être religieux avec les plans qu'on met de l'avant, mais c'est plutôt des théories. Et puis, ce que j'aimerais ajouter à tout ça, en fait, c'est j'ai pas en fait, moi, ce que je trouve qui est le plus gros impact de tout ça, c'est la récupération. Donc, j'ai l'impression que mon corps est beaucoup moins impacté par le volume que je fais. J'ai beaucoup moins de courbatures, si on veut, je suis moins raquée et j'ai beaucoup moins de douleur aussi. Donc, mes muscles sont moins raides. J'ai vraiment l'impression que l'alimentation durant l'effort fait en sorte, évidemment, tout autour. Euh, mais moi, c'est là que je vois la plus grande différence. Et puis, l'autre chose que j'aimerais rajouter aussi par rapport un peu à la discussion qu'on avait eue en avril et le fait que j'ai augmenté un peu mon apport nutritionnel, notamment au niveau des glucides, mais apport calorifique de façon générale. Et je suis épatée à quel point je dors mieux. Ah ouais? Je dors beaucoup plus longtemps. Donc, des nuits, en tout cas pour moi, c'était vraiment pas la norme de dormir 8h30 par nuit. Puis maintenant, c'est vraiment la norme et je suis épatée. Et un autre symptôme que j'aimerais dire, juste parce que je me dis des fois, on doit peut-être pas réaliser à quel point peut-être qu'on ne consomme pas assez de calories, mais un autre symptôme que, en fait, moi, j'ai recommencé à avoir des rêves la nuit. Et ça faisait des années que je n'avais pas eu ça. Et maintenant, chaque soir, je rêve. Et puis, ben, apparemment que c'est une question aussi avec ton cerveau, en fait, qui conserve de l'énergie quand évidemment, là, c'est un symptôme qui est un peu superflu, puis je veux pas non plus trop rentrer dans les détails à savoir pourquoi je rêve plus maintenant. Mais la raison pourquoi je le dis, c'est que je me dis s'il y a des gens qui dorment pas très bien et puis qui potentiellement ça fait 5 ans qu'ils ont pas rêvé, ce qui est con à dire parce que moi j'y avais jamais vraiment pensé, mais j'ai vu une augmentation vraiment une augmentation au niveau des heures de sommeil et du nombre de rêves que j'ai. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc Quand voilà. même. Ouais. On le voit pas venir, ce symptôme-là. Ben, ce symptôme, ce bénéfice-là, quand même, mais euh, comme tu dis, quand on réalise pas nécessairement qu'il y a plus Ben ça, non, puis là, ça revient, tu dis, ah, OK, ça fait 5 ans que c'est pas arrivé. ouais, mais j'y avais jamais pensé. Puis tu vois, c'est arrivé un jour, puis on dirait que j'ai pas. Après ça, j'ai toujours continué de rêver le soir. Je dis, pour être honnête, je dis pas que j'aime ça parce que je préférais avoir des nuits, des nuits sans rêve, mais je trouve juste que c'est un symptôme intéressant. Et puis, ça pourrait aussi concerner des gens qui sont un peu sous le radar de potentiellement ne pas consommer assez de calories, disons. Ah oui, c'est clair. Puis, quand on parle de récupération, c'est important quand on fait des longues sorties, Mhm. des longs entraînements. On parle beaucoup du temps-ci, on focus sur la nutrition pendant, mais là, après, on entend toujours la fenêtre de 30 ou 60 minutes après pour mieux récupérer, il faut manger. Toi, mettons qu'aujourd'hui, une grosse sortie de course, le sauna, est-ce que tu as ton propre processus post-course de ce que tu vas aller chercher comme calories, comme nutriments après l'effort? Oui, c'est sûr. Et je pense que c'est super intéressant aussi de, de penser plus créativement ou plus intensément de la nutrition qu'on prend autour de nos grosses journées. Donc, c'est toujours important de bien manger, ça, il n'y a aucun doute, mais de vraiment jamais laisser ton corps un peu aller en mode euh, négatif, là, si on veut, dans le Ouais. négatif, si vraiment en manque, c'est là que ton corps tombe un peu en mode survie, puis qui va éteindre les, euh, les systèmes qui sont peut-être pas nécessaires à ta survie, si on veut, mais qui peuvent définitivement aider à la récupération. Donc, autour des gros efforts en termes d'entraînement, si tu fais un entraînement à haute intensité ou à haut volume. Moi, je pense que c'est là que c'est super important de bien s'alimenter autour de ces journées-là, donc autant en amont qu'après. Et puis, je réalise aussi beaucoup que souvent, en fait, la fin va venir la journée d'après, par exemple. Ouais. Si on a une grosse journée, ben, de réaliser que ton corps est encore en train de essayer de compenser pour ça et de continuer de bien manger la journée d'après pour bien récupérer. Donc, évidemment, c'est important de toujours bien manger en tout temps, mais c'est de consciemment un peu là, faire l'effet sandwich autour de tes gros efforts et de tes
tes grosses fins de semaine d'entraînement. C'est souvent ce que les gens font. Là, si on fait une grosse fin de semaine choc, par exemple, ben c'est de bien penser que, OK, bon, j'ai 3 jours où il faut vraiment que je mange plus que ce que je pense. Et puis ça peut vraiment aider beaucoup avec la récupération, moi, je pense. Oui, puis c'est normal que le lundi, le mardi, tu manges plus que d'habitude, même si tu fais rien, même si tu cours pas ou tu sors faire une mini sortie, parce que comme tu dis, c'est pas dans le 24 heures que tout se passe. Tu finis ta longue sortie le dimanche après un week-end choc, t'as fait, je sais pas moi, 7 heures de course dans ton week-end. Ça se peut que ça se limite pas au dimanche, le moment où il faut que tu manges un peu plus, tu sais, des fois d'écouter les signaux de notre corps, mais c'est drôle, l'autre fois, je voyais une vidéo qui a aucun lien avec le sport en général, mais c'était par rapport aux enfants, aux petits et la faim, qui sont beaucoup plus connectés à leurs sensations que nous, puis que c'est nous, il y a comme une habitude, puis je pense que l'éducation est différente, mais tu sais, je sais pas pour toi, moi, je sais quand j'étais jeune, tu sais, il y avait quand même un peu de, finis ton assiette, puis après t'auras, puis c'était pas si pire moi, mais quand j'entends ma mère parler de son père, elle, ce qu'il leur disait, tu sais, c'était très finis ton assiette, il y a du monde en Afrique qui mange pas. Aujourd'hui, je pense que c'est différent comme approche. Il faut manger quand on le ressent, mais que les tout petits sont directement connectés. Puis nous, on voyait ça parce que là, c'est plus le cas, mais il y a eu un bout où Elliot, c'était très variable. Tu sais, il va manger un déjeuner, il va manger 3 toasts, tu te dis, my God, OK, il est affamé. Puis là, le dîner, il mange rien. Puis t'es comme, mais pourquoi tu te bourres le matin, mais c'est normal, c'est naturel. Eux sont connectés avec leurs sensations, puis tu le vois, là, des fois, ils proposent quelque chose qui pourrait être cool pour lui, tu sais, le dessert, la petite compote ou le petit yogourt, puis il est comme, non, c'est fini. Ben, tu sais, alors que j'ai l'impression que des fois, quand t'es pas connecté, tu dis, la normalité, il faudrait que je mange 3 repas égaux par jour, mais c'est pas nécessairement ça. Fait qu'il faut écouter le corps, puis encore plus en situation d'entraînement soit d'endurance ou de longue durée, parce que nécessairement, ça va dépasser juste l'après-course. Ça va être les jours qui vont suivre. Là. Ouais, puis il faut comprendre que c'est ça, que le déficit peut durer plus longtemps que ce qu'on s'attend. Donc, je pense qu'il faut pas qu'on se laisse aller dans le déficit. Puis des fois, c'est difficile parce que quand tu pars courir 8 heures, évidemment, tu manques 1 voire 2 repas. Donc, c'est sûr qu'il faut reprendre ces calories-là. Puis c'est comme ça que moi, j'essaie vraiment de faire attention durant ces périodes clés-là. Évidemment, de façon générale, on fait attention. Mais je dis que c'est là le plus important pour vraiment aider ta récupération. Donc oui, le 30-60 minutes après l'effort est important, mais ce qui est encore plus important, c'est de bien s'assurer d'envelopper de la bonne nutrition et vos intensités et vos fins de semaine de volume ou semaines de volume. Voilà. Il y a 3 ans, on avait reçu Thomas puis Olivier, tes pacers, à l'épisode. Là, ils sont là. Non, c'est pas vrai. Je sais pas c'est qui tes pacers, je sais pas c'est qui ton crew. Fait qu'on va se prendre une petite pause pour un message d'un partenaire. Puis de l'autre côté, on se parle de la logistique, qu'on sait qu'il y a quand même un enjeu à la Western State vu les sentiers qui sont reculés. Québec Mégatrail va enflammer la région de Charlevoix et de la Côte-de-Beaupré, du Massif jusqu'au Mont-Saint-Anne du 3 au 6 juillet prochain, et on vous prépare une couverture en direct de l'épreuve reine de 135 km à la hauteur du calibre d'athlète qui sera sur place. Je veux pas tout vous révéler tout de suite, là, mais sachez qu'on va faire un show d'ouverture en Facebook Live le vendredi soir à l'hôtel Germain Charlevoix pour couvrir le départ, puis on va se taper la journée du samedi au complet en direct avec des caméras mobiles partout, de Saint-Tite-des-Caps jusqu'au Mont-Saint-Anne. S'il y a un dépassement tactique en fin de course, on va l'avoir sur caméra et mes potes Nicolas Dan, Marie-Ève Pellan et moi allons être là pour vous en parler. Le QMT fait partie des World Trail Majors et on vous prépare une couverture digne des plus grandes courses internationales. On a déjà une équipe de cyclistes caméramans pour aller chercher les images sur le terrain, mais si t'es intéressé, on n'en a pas de trop. Contacte-moi ou l'équipe du QMT dès maintenant. On se donne rendez-vous du 3 au 6 juillet prochain, ultratrailcanada.com. Marianne, on est de retour, puis pendant la pause, il y a une info qu'on avait déjà discutée, mais je pense pas que c'était devant le micro. Avant d'aborder les pacers, toi, tu as déjà pacé à la Western State, avant toute cette histoire de 2022 où tu l'as couru avec tes pacers. Ça avait été quoi ton expérience? T'avais-tu aimé ça, faire le... Je suppose que la réponse est oui, mais comment tu avais trouvé l'expérience, puis comment ça a nourri un peu, comment tu avais briefé tes pacers de l'époque, sachant un peu qu'est-ce qui s'en allait faire pour toi? Ouais, c'est sûr que j'avais adoré, là. J'avais pacé Simon Martial, qui était le président de la compagnie pour laquelle je travaillais, S3 Technologies, et maintenant qui est devenu un ami, puis qui recourt d'ailleurs la Western cette année. Donc j'ai hâte de pouvoir, j'espère pouvoir partager des kilomètres avec lui sur
lors de la course. C'est Mais la j'avais seule bien personne aimé. qui espérait que t'avais pas le Golden Ticket. C'était comme, je la veux comme pacer, je veux la revoir comme pacer. Ouais, non, je pense que c'est encore plus le fun si on peut faire Ben la oui, course c'est ensemble. Comme clair, ça, on peut c'est clair. courir, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut courir ensemble. C'est le genre de gars qui Euh, il ira à une vitesse pour que vous vous retrouviez dans des moments assez, à des paces similaires pendant la course? Ben, il est quand même très rapide, ouais. Ouais. Ben, moi, je trouve, là, ben, vous l'avez déjà vu au Québec, il y avait l'idée, le Bromont 100 miles pendant un bout. OK. En tout cas, il est quand même très rapide. À chaque fois que je vais courir avec lui, je me dis, oh, il court vite. OK. Bon, on lui Euh, souhaite une bonne western. ouais. Donc, j'espère, ouais, qu'on va pouvoir courir ensemble lors de la course, mais des fois, c'est complexe. Mais c'est sûr on va aller jogger, ensemble quand il va arriver. Alors, j'avais pacé de la rivière jusqu'à l'arrivée. OK. Donc, ça avait été quand même cool, l'expérience. À ce moment-là, on avait traversé le bateau. Et puis, en fait, juste être autour de la Western, ça avait été super le fun parce que j'avais fait la crew aussi. Enfin, on était deux personnes, puis on s'était séparés, la job de la crew et le pacing. Donc, c'est sûr que ça m'avait rempli d'envie de faire la Western si l'envie n'était pas déjà là. Ouais, c'est ça. Mais ça avait été une belle expérience et puis c'est sûr que ça m'avait donné un petit aperçu là, de la course en tant que telle. On l'avait parlé, mais on peut le rappeler quand même parce que c'est un épisode qui remonte à il y a 3 ans. Mais la Western est quand même complexe, à faire le crew parce que justement, il faut que tu aies deux crews. Les coureurs vont quasiment plus vite que les rides Mhm. d'auto. Ça me rappelle une certaine Hard Rock où des fois Ouais, il y a 3 heures de course entre deux ravitaux puis 5 heures de char. C'est la ouais, réalité de ces coins c'est plus reculés. complexe. Comment ça se dessine pour toi la gestion des crews et des pacers pour l'édition 2025? Ouais, alors l'édition 2025, en fait, ce qui est cool, c'est que j'ai un pacer qui revient sur la Western. Oh. Et ça, j'en suis très ravie. En fait, j'ai Olivier Gagnon qui m'avait pacé en 2022. En fait, Olivier, ça a été un ami très cher pour moi et pour une raison. En fait, il y a des gens avec qui tu connectes et tout fonctionne. Et puis Olivier, c'est vraiment quelqu'un avec qui je m'entends super bien, avec qui j'ai jamais eu de problème à aborder des sujets difficiles. En fait, c'est une personne avec qui j'ai entièrement confiance et je lui pose des fois des questions par rapport à ce que je fais ou autre chose. Et puis, évidemment, il sera accompagné de sa conjointe, Josiane, qui est aussi une très bonne amie à moi. Donc, j'ai très hâte de les revoir sur le parcours. En fait, Josiane n'avait pas pu venir en 2022, mais elle était venue en 2023 pour la Western de Mathieu. OK. Et donc, elle avait pu aussi participer à cette course-là. Et puis, ce qui est cool, ça ramène un peu la loupe au complet, c'est que Mathieu va venir me pacer pour Wow. la West End aussi. Donc, j'ai vraiment une belle équipe et ce que je pense que je vais faire, évidemment, les plans ne sont pas à 100%, mais ce que j'aimerais, c'est que Mathieu prenne la première partie, donc qu'il me prenne Forest Hill jusqu'à Green Gate, donc passer la rivière, que Olivier fasse la partie Green Gate jusqu'à Pointed Rocks, et puis qu'après Mathieu refasse la dernière partie. Et la raison pourquoi j'aime changer de pacer, c'est que ça te permet vraiment de diviser la course en différentes parties. Et ça te permet aussi d'avoir des informations, t'as vraiment des informations complètes. En fait, quand tu changes de pacer, tu peux avoir vraiment, tu sais, évidemment, les ravitaux sont rapides, puis t'as pas vraiment une idée t'as pas assez de temps de discuter là, de tout ce qui se passe. Et puis, plus la course avance, plus habituellement, j'y veux ce genre d'informations-là, et plus j'ai l'impression que, en fait, l'histoire montre que la Western, surtout au niveau féminin, est toujours très, très, très serrée à la fin. Donc, ça va être bien de pouvoir changer puis d'avoir vraiment des informations sur le terrain. Alors, c'est ça qui se passe pour mes pacers. Et puis pour ma crew, en fait, dès mi-juin, je me joins à l'équipe Salomon qui vient pour la Broken Arrow qui Mhm. est à Tao. Donc, je vais être accompagnée de plusieurs personnes de l'équipe qui sont devenues de très bons amis à moi également. Et puis, j'ai la physio qui s'appelle Emeline, qui va s'occuper de une partie donc qui va l'aider une crew. Et j'ai Victor, qui est un des gestionnaires de l'équipe et qui est devenu un ami aussi dans le processus et puis qui va s'occuper de la deuxième équipe de la crew. Et j'ai d'autres amis qui viennent, qui vont se joindre aux différentes crews. Donc, je veux pas, j'en ai
pendant 2 heures de nommer les gens qui viennent pendant la course, mais voilà l'équipe en grosso modo, disons. Un beau village pour ta compagnie. Un beau village, ouais. On troque un pacer français pour un autre, puis on sait que Mathieu et Thomas, c'est des très bons amis dans la vie, fait que c'est quasiment du pareil au même. C'est du pareil au même, ouais. Puis Non, Mathieu cool a déjà vécu que... la course aussi, tu sais, il l'a couru en 2023, fait que c'est frais en tête. Là. Puis c'est cool parce que Mathieu et Olivier font vraiment partie du groupe de course avec qui j'avais commencé à... ben, évidemment, j'avais fait du trail avant, mais avec qui on était vraiment très proches, qui inclut Thomas pendant qu'on était à Montréal. Et donc, c'est cool que l'équipe de Pacer, en fait, demeure juste des gens de ce groupe-là. C'est vraiment très cool. En plus, on sait que l'acclimatation à la chaleur et à l'altitude, c'est transférable. Fait que Mathieu, tranquillement, va pouvoir s'acclimater pour l'altitude en allant dans les canyons ou en tout cas dans des portions très chaudes de la Western, parce que lui, 3 semaines plus tard, il sera sur la Hard Rock. Ouais, exactement, ouais. À Tao, il est quand même il est déjà à 2000 mètres, donc il est pas à 3000, mais c'est quand même un bon début. Il y a du temps devant lui. Exact. Poser la question, c'est peut-être ridicule, mais je vais te la poser quand même. C'est quoi l'objectif numéro 1 pour cette Western States-là? Ben, écoute, c'est sûr que je vais essayer de... Je vais dire ce commentaire-là et je veux vraiment pas qu'il sonne fendant, mais je vais essayer de garder mon podium streak de la Western UTMB. J'aimerais ça, c'est sûr que j'aimerais ça me retrouver sur le podium, mais je pense que c'est un objectif que toutes les femmes qui vont se pointer sur la ligne de départ vont vouloir, mais je pense que je mentirais si je disais que c'est pas une chose que je voudrais. Mais je comprends tout à fait. Surtout quand on a l'historique aussi, là. Tu l'as fait, tu le sais ce que ça prend pour t'y rendre. Puis c'est drôle, au dernier épisode, on parlait de l'UTMB, puis tu disais justement que tu n'avais pas encore eu la performance à la hauteur de tes attentes envers toi-même à l'UTMB. Tu sais, malgré tout, c'est une 2e, une 3e place. C'est pas gênant du tout. Mais tu l'as dit carrément comme ça, que tu n'avais pas encore eu la performance. Quand tu regardes ta performance en 2022 à la Western State, qu'est-ce que ça te donne comme information sur les endroits où tu peux aller chercher du temps ou les choses que tu n'avais pas anticipées qui se sont passées dans la course puis que là, tu vas le savoir. Tu sais, c'est le fun de s'aligner sur une ligne de départ puis savoir un peu ce qui s'en vient, même si c'est un ultra, puis ça peut prendre toute plein de directions. Ouais, ben je pense qu'il y a beaucoup de choses là. C'est sûr que la Western, c'était mon premier 100 mars, puis il y avait beaucoup d'inattendus. Et puis j'ai été très malade en fait pour la première portion de la course. Donc c'est sûr que je vois, en fait pas pour toute la première portion, mais entre Duncan Canyon et avant de rentrer dans les canyons, en fait, il y a eu un 50 kilos où je me suis sentie vraiment pas bien. Donc, juste ça, de façon générale, je pense que c'est sûr qu'il y a façon de mieux faire. Ceci dit, c'est sûr aussi, je pense que la stratégie de pas aller trop vite au début, potentiellement que ça m'a aidé à ce moment-là. Mais je pense aussi que le corps, en fait, à chaque fois qu'il court un 100 miles, se rappelle du fait que tu lui fais courir des 100 miles. Et puis, j'avais jamais couru de 100 miles à ce moment-là. Et puis, je pense qu'à la fin, j'étais quand même mon corps était quand même très impacté là, par le fait que j'avais couru 100 miles et je trouvais ça difficile courir des sections qui devraient être courables. Donc j'espère que l'expérience en tant que telle va améliorer mon expérience et par le fait même le résultat. Et quand je parle de résultat, c'est plutôt mon temps là. Je pense juste que mon temps de façon générale, c'est sûr qu'il peut être amélioré. Mais ceci étant dit, le top 10 a accéléré beaucoup durant les dernières années. Donc, il y a des choses à aller chercher, mais je pense que si je compare ma préparation 2022 par rapport à ma préparation actuelle, c'est sûr qu'elle est beaucoup plus méthodique, notamment par la nutrition, mais aussi par l'intensité que j'y mets. En voulant dire la spécificité de l'intensité que j'y mets. Donc, j'espère aussi que ça va aider. Et puis, le reste, encore une fois, je pense que le 80% les résultats en ultra, il va falloir que ça vienne de mon désir d'aller chercher, encore une fois, une marche sur le podium de la Western et j'espère que ce sera bien présent, mais je confirme que c'est déjà bien présent. Donc, on est quasiment là. Le mental est aligné.
Exactement, exactement. De toute façon, c'est que le trail, là, c'est 50% mental, puis le reste, c'est dans la tête. Ouais, ça c'est sûr. Rendu le jour de Pour la moi. course, là, en amont, il y a quand même une préparation physique Ouais. nécessaire. Tu le sais, des fois, je t'amène sur des sujets plus philosophiques ou des grandes réflexions en fin d'épisode. J'ai réalisé, quand je préparais les petits visuels, les petites patentes pour l'épisode, qu'il y a 10 ans, tu faisais ton premier ultra, ou en tout cas tes premières trails officielles, selon les résultats qui existent sur le web, Ouais. après ta carrière de cross-country. Ça fait une décennie. Il y a exactement quasiment une décennie que tu as remporté le Leadville Trail Marathon de 42 km, qui était tes débuts en trail, si je ne me trompe pas. Il y avait une course avant. Bref, une décennie, c'est énorme. Quand tu regardes, on regarde beaucoup en avant, là, la western, ça s'en vient, puis ce qui Ouais. s'en vient. Donc, tu prends 3 secondes pour regarder dans le rétroviseur, regarder en arrière. Qu'est-ce que c'est quoi ton plus gros apprentissage sur ce sport-là entre 2015 et aujourd'hui? Mm, Je dirais pas tant que c'est un apprentissage, mais en fait, ça va sonner très, très cliché, mais moi, je pense que quand on veut quelque chose, on peut vraiment le faire. Et puis, il s'agit juste de faire les bonnes choses pour y atteindre, en quelque sorte. Je pense que à la base de tout, je l'ai dit, je le répète, je pense pas que je suis la meilleure athlète ou en fait pas la meilleure, mais dans le top 3 à chaque fois que je me suis retrouvée sur un podium de ces grosses courses internationales. Je pense que je prends des décisions mentales qui font que je me retrouve sur les podiums de ces courses et c'est une chose que je trouve très, très, très excitante parce que ça ouvre incroyablement de portes. Et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait tous focuser dessus. Je pense que quand on décide de se lancer dans quelque chose, tant qu'on fasse tout ce qu'on peut en amont, une fois qu'on se présente sur la course, on a, en fait, notre cerveau et notre mentalité a une incroyable capacité à jouer sur le résultat. Et c'est ce que je trouve cool de ce sport parce que c'est pas tous les sports qui sont comme ça, je suis persuadée. Je pense qu'il y a d'autres sports, je pense que si je décidais que j'étais la meilleure sprinteuse au monde, ou dans le top 3 des meilleures sprinteuses au monde, je pense que je me retrouverais bien, bien loin dans le processus et pour plusieurs raisons. Là, évidemment, là, j'utilise un sprinter, mais peu importe c'est quoi. Et je dis Lancer du pas non plus, marteau. je dis pas nécessairement non plus que je suis le top 3 au monde, mais pour avoir des résultats qui font des podiums sur les plus grosses courses. Je pense que je trouve ça super cool de notre sport qu'il y a la mentalité qui joue énormément. Et puis, ouais, en fait, je remercie la vie d'avoir fait en sorte que mon trajet, mon parcours m'a fait découvrir la trail. Je suis entièrement consciente que qu'on choisit notre trajet, mais n'empêche que je suis quand même entièrement heureuse d'avoir découvert la course en sentier pour la vie que ça m'amène. Donc, pas seulement les résultats, mais les personnes qui m'entourent et les places que j'ai découvertes et en fait le rythme de vie que je vis. C'est juste, en fait, exactement ce que je veux faire aujourd'hui, demain et j'espère encore pour plusieurs années à venir. Donc, voilà. Après ta carrière universitaire, tu aurais pu prendre plein d'avenues, dont celle du lancer du marteau. Tu as plutôt opté pour le trail. Te rappelles-tu qu'est-ce qui a fait que, tu sais, je veux dire, je comprends, c'est une continuité de la course, mais c'est un sport qui est quand même différent. Te rappelles-tu le moment où tu as pris cette trajectoire-là? La chose qui a fait que tu as pris la direction du trail? Ouais, en fait, toute ma vie, je me suis toujours un peu fait dire que, tu sais, je fais des blagues à dire que j'étais pas une sprinteuse, mais j'ai toujours, en fait, j'ai jamais été capable de, tu vois, mais autant quand je faisais du triathlon, mes temps de natation, mettons, mes splits étaient toujours les mêmes. Peu importe si tu me demandais de faire un 800 mètres ou un 5 kilomètres, en fait, je pouvais pas aller plus vite, mais je pouvais tenir le pace très longtemps. La même chose pour la course à pied. Mon 10 kilos, c'est vraisemblablement mon pace de 5 kilos. Donc, je me suis toujours fait dire, en fait, que j'étais en quelque sorte un diesel qui était capable de tenir longtemps. Et je trouve ça important aussi de noter que justement ce qu'on se fait dire, je pense, rentre en quelque sorte dans son cerveau. Et on m'a toujours dit, ah, tu devrais faire du plus long, du marathon, de l'ultramarathon, ce serait quelque chose que tu aimerais. Ou que, ouais. Et donc, je m'étais toujours un peu dit que une fois que je finissais l'athlétisme, que je voudrais faire de l'ultra.
Et puis, c'est un peu aussi une des raisons pourquoi j'ai été très motivée à l'idée de bouger au Colorado, parce que les trails au Colorado, c'était super. Et puis, une fois que j'ai bougé au Colorado, je pense que très rapidement, j'ai tourné vers des avenues qui faisaient en sorte que j'ai rencontré des gens entre elles. Et puis, je suis rentrée dans le moule assez rapidement, en fait. J'ai eu une année de transition, parce que j'ai fait ma maîtrise, où j'ai pas pu, en fait, j'ai eu quelques mois où j'ai arrêté de courser en tant qu'athlétiste, puis ça, jusqu'à temps que je bouge au Colorado, que j'ai pas commencé à faire des compétitions, mais c'est sûr qu'une fois que j'ai déménagé au Colorado, j'ai fait en sorte que je rencontre des personnes qui font du trail, et puis j'ai appris énormément de ces gens-là. Et la transition s'est faite de la façon la plus facile à faire. Et puis je trouve aussi ce qui est beau de notre sport, c'est que les communautés de trail sont habituellement très ouvertes, et puis peu importe où tu vas dans le monde, tu peux rencontrer des gens qui vont te montrer des bons endroits, ou te proposer des bons plans qui n'apparaissent pas nécessairement bons pour tout le monde, mais qui apparaissent très bons pour nous. Ça me fait penser, c'est drôle, cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a écrit j'écoute ton podcast, je suis pas une coureuse de trail, moi je fais plus de la route, mais est-ce que c'est mal vu d'arriver dans un club de trail puis de joindre un club quand on vient de la route? Puis j'étais comme, hey, sérieux, aucun stress, fille. C'est normalement, là, puis je dis ça, puis si tu reconnais que dans ton club de trail, c'est plus difficile pour un coureur de route d'arriver, posez-vous des questions. Mais moi, de 100% des expériences que j'ai vues ou entendues parler, c'est que les communautés de trail accueillent n'importe qui à bras ouverts, Ouais. que tu viennes de la route ou de la rando ou du lancer du marteau, on s'en fout, là. Ouais, puis je trouve que c'est une façon tellement facile de rencontrer des gens. Et pour moi, je trouve qu'il n'y a pas meilleure façon de rencontrer des gens que d'aller faire des courses, ou en fait de proposer une course à quelqu'un, c'est vraiment une façon où les gens sont les bienvenus, peu importe ton âge, peu importe ta religion, peu importe ta profession. En fait, c'est rarement, tu sais, on va en parler un peu, ça va aborder un peu le sujet des fois, une fois de temps en temps, mais habituellement, tout le monde court, puis tout le monde s'en fout en quelque sorte. Et puis, tu sais, c'est rare là dans la vie qu'on va se retrouver avec des gens tu sais, d'une branche d'âge. Tu sais, 30 ans, on va séparer la Ah personne la oui. plus âgée et la personne la plus jeune, puis tout le monde court, puis il y a rien de bizarre. Puis ouais, je trouve qu'on est chanceux quand même dans ce qu'on fait, puis dans notre quotidien, les coureurs, en fait, tu sais, dans ma tête à moi, tu sais, tout le monde ouvre les grands bras ouverts à tout le monde, mais c'est sûr qu'en dehors de la bulle, la trail, c'est peut-être pas la réalité. Puis je pense que des fois, il faut juste qu'on réalise à quel point on est chanceux justement d'avoir une communauté comme ça. Ah oui, exact. Ben, je pense qu'on peut pas mieux finir cet épisode-là. Marianne, on se reparlera pas devant micro d'ici la Western State, mais je suis certain que tout le monde qui écoute se joint à moi pour te souhaiter une bonne course, puis amuse-toi. Je pense que c'est ta signature, puis je pense que dans chaque course que tu nous as raconté ici, la notion de fun était au centre de ce qui s'est passé, puis j'espère que tu vas t'amuser. En tout cas, t'as les pacers puis le crew pour t'amuser, t'as le parcours pour t'amuser, fait que on va suivre ça de loin, puis je pense que tous les trailers et traileuses du Québec et du Canada vont cheerer pour toi, fait qu'on te souhaite une bonne course. Ben merci, écoute, c'est sûr que je planifie avoir beaucoup de plaisir. Des fois, à la fin, j'en ai un peu moins, mais en même temps, j'ai quand même du fun. Donc, je vais faire mon possible pour avoir du plaisir du début à la fin, mais j'ai bien hâte dans tous les cas. Donc, merci de votre support, c'est sûr. On a très hâte de te suivre. Comme d'habitude, je termine en remerciant les partenaires du podcast. NAC, qui est aussi ton partenaire. Noctem, qui aujourd'hui m'offrait une petite finesse, une Pilsner. Toi, il y avait quoi dans tes électrolytes? On l'a pas présenté en début d'épisode. Qu'est-ce que tu as bu? Moi, c'était des électrolytes saveur raspberry salt, framboise salée. Excellent. Je remercie aussi Café Charlevoix qui me supporte dans mes niaiseries du vendredi matin et bien sûr Mox Mocktail qui m'offre toujours des options sans alcool quand moi ou mon invité on file le plus sage. Donc Marianne, merci pour tout, merci de ton temps à chaque fois, c'est toujours un grand plaisir de prendre des nouvelles. Puis à tout le monde, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.